Je me suis pas présenté tout à l'heure, et donc en guise d'introduction à ce panel, moi je suis Sébastien Colombo, j'ai en charge des équipes go-to-market chez Sifflet, que j'ai rejoint depuis le mois de janvier, après quelques mois dans l'ombre, à travailler avec les cofondateurs. Et pour background, en fait, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans la data. J'ai commencé une dizaine d'années dans les solutions d'IA, chez SAS notamment, si vous les connaissez. Puis j'ai rejoint Looker, donc sur tout ce qui est aspect modélisation de données et BI. Et maintenant, donc, sur les aspects de data governance et de data observabilité chez Sifflet. Et donc j'ai vu pas mal de clients sur différents types d'enjeux. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de 3 experts data sur des sujets un petit peu différents que je vais laisser se présenter ou se représenter pour Salma. Donc on terminera par les femmes, une fois n'est pas coutume. Yann, je te laisse te présenter. Oui, très rapidement. Yann Marot, je suis chez Capgemini en ce moment. Je ne sais pas encore bien définir mon job. En gros, je cherche les projets data qui ont un impact sur le business, basically. Ce qui veut tout et rien dire, mais en gros, vraiment, les projets IT pour IT, c'est des choses que je ne vais pas chercher, mais plutôt des projets qui ont un vrai impact sur un KPI qui fait bouger les boîtes et qui crée de la valeur, top line, bottom line. Chez Capgemini, pour mon historique, j'étais patron des plateformes data chez AXA, à l'époque du Data Innovation Lab, donc voisin de Karim à l'époque. J'ai été patron des plateformes de la Société Générale. J'ai été patron des plateformes CTO Data et Cloud chez Carrefour, papa de Carrefour Links. Et j'ai recruté Mehdi à l'époque. Et j'utiliserai Carrefour Links justement pour parler un peu de Sifflet sur un truc qui arrivait un tout petit peu avant l'arrivée de Mehdi, qui a repris avec brio. Et donc depuis chez Capgemini, je travaille avec certains de mes clients qui sont ici, sur des programmes de transformation data toujours, et puis quelques-uns que j'ai rencontrés par ailleurs dans ma vie. Voilà, donc très heureux d'être ici, très content de pouvoir discuter avec vous de ce projet et de ce produit. Et puis, je vais passer la main à Laurent. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis Laurent Andrès, je suis chef évangéliste chez Data Galaxy. Alors, chef évangéliste, ça veut dire quoi ? Prêcher la bonne parole de la data gouvernance, ça c'est une chose, hein, avec les prospects, avec les clients. Mais c'est surtout être à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins, remonter l'information aux équipes produits et s'assurer en fait que l'outil qu'on met à disposition amène de la vraie valeur au métier. Et vous allez l'entendre durant les interventions. Ça fait 20 ans que je suis dans la data, j'ai toujours été du côté métier. Je ne suis pas un tech pour un sou. Je ne sais pas lire une requête SQL, je ne comprends rien du tout. Mais j'ai... Je ne savais pas, sinon tu n'aurais pas invité. Ouais. Bon, désolé. Hein. Mais c'est important d'avoir cette balance justement entre du tech et du métier, parce qu'il faut pouvoir parler aux équipes. Je suis aussi chef de cuisine et j'anime sur LinkedIn la Data Governance Kitchen. Et ce n'est pas que la data tournée un peu avec un sens de l'humour. Non, je cuisine vraiment, j'ai un club de cuisine. Et donc je lis data et cuisine comme 2 passions. Voilà. Super. Salma. Donc Salma, si tu veux te représenter. Je me représente. Alors, donc Salma Bakouk, je suis CEO et cofondatrice de Sifflet. Et avant Sifflet, j'étais chez Goldman Sachs, la banque où j'ai construit la plateforme data from scratch. On est passé d'avoir 1 million de Hadoop cluster à être l'un des plus gros clients de Snowflake en 18 mois. Voilà. Fantastique. Bon, merci à tous pour ces intros. Je vois que tu regardes déjà. C'est un peu intéressé. Ouais. Donc pour commencer, peut-être vous poser la question pour ouvrir, quels sont les thèmes data un petit peu récurrents qui reviennent le plus souvent dans vos conversations clients et quelles sont les stratégies que vous les voyez mettre en place justement pour maintenir une bonne gouvernance autour de tout ce qui est donné. Et je vais peut-être commencer avec toi, Yann, qui a peut-être la vue la plus transverse en ce moment. En tout cas, j'ai celle que me donnent mes clients. Un des mots qui revient le plus souvent, mais qui est très lié, c'est aussi un buzzword, mais c'est lié beaucoup à l'orga. On va parler beaucoup de data mesh, alors parfois avec du fond, parfois avec beaucoup moins de fond. L'intérêt du data mesh, alors si vous arrêtez au chapitre 1 du livre, c'est de toute façon il n'y a pas de règle, donc il va falloir le faire vous-même. Néanmoins, beaucoup de choses autour du data mesh et de l'orga. Et ensuite, à côté de ça, et ça rejoint ce que disait Mehdi sur les outils tout à l'heure, il y a un gros sujet sur la data quality, mais tout au bout du pipe. C'est en gros comment je corrige ce qui est tout arrivé à la fin et qui finalement est plutôt garbage out. Et puis au milieu, très peu de gens qui vont parler d'observabilité, et en fait ceux que je connais sont là, presque tous. Cool.
Laurent, peut-être pour toi? Alors, moi, ce que je vois, bon, on est tourné data catalogue, évidemment, et on n'a pas forcément cette vue holistique de la problématique. Et ça dépend aussi très souvent de la maturité du client qu'on va avoir en face de nous. Mais on est souvent confronté à des simples questions, mais quel est mon inventaire de systèmes, en fait? Et il est où? Et comment la donnée voyage entre ces différents systèmes? Comment elle est transformée? Donc, traçabilité, linéage. Et aussi, mais comment je mets une organisation de data gouv en place? Ça veut dire quoi, la data gouv? On entend tout et n'importe quoi. Je ne sais pas pour toi, n'importe quoi. Ne me prends pas mal. Mais pas que. J'étais aussi dans du bureau de conseil, mais mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes cas d'usage pour prendre les bonnes décisions? Donc ça tourne quelquefois autour de problèmes très simples, mais qui sont fondateurs, qui sont hyper importants pour pouvoir avancer sur la problématique data, et puis sur la qualité, et puis sur l'observabilité, la sécurité et tout ce qui tourne autour. Et pour ajouter peut-être sur l'expérience Goldman, ou ce que tu entends depuis 2 ans maintenant que tu as créé Sifflet? Oui, alors, surtout sur les 2 dernières années, ça rejoint beaucoup ce que Yann a dit sur Data Mesh, mais d'un point de vue un peu plus général, on va dire, la softwareisation de la data, la microservification de la data, etc., et qui rejoint un petit peu le Data Mesh dans la philosophie. Donc, on voit beaucoup de ça, surtout au niveau, on va dire, C-level, les CDO, les VP Data, etc. Ils sont beaucoup en train de réfléchir à vraiment concrètement comment est-ce qu'on met en place une culture de data democratization. Après, vouloir faire de la data democratization, c'est très bien. Mais quand on commence en pratique à démocratiser la donnée en interne, et ça c'est ce que moi j'ai vécu chez Goldman quand on a démocratisé la plateforme, bien sûr on a commencé par dire bon on va tout éclater, on avait une équipe data engineering qui était très centrale et qui avait un peu le pouvoir sur toute l'information, sur tout l'accès à la donnée, etc. Donc on a éclaté cette équipe, on a créé une sorte de data mesh sans pour autant l'appeler data mesh et on a commencé en fait à rendre les différents métiers comme des clients de cette plateforme. Donc c'était la première approche et c'était la première étape dans notre approche. La deuxième étape, c'était OK, maintenant qu'on a démocratisé ces données, qu'on a démocratisé l'accès à cette infrastructure, surtout, et qu'on a introduit des concepts comme data as a product, etc., on a commencé en fait, comme toute relationship client-seller ou client-vendor, on a commencé à avoir des clients pas très contents, qui disaient OK, maintenant on a accès à ces données, mais cette donnée, elle n'est pas terrible, elle n'est jamais à jour, il y a tout le temps des problèmes, etc. Et c'est en fait, on a fait le chemin, on va dire, à l'inverse, où on s'est dit, en fait, est-ce qu'on referme la plateforme et on travaille sur la qualité, ou on la garde éclatée, mais on éclate cette culture de qualité aussi avec, et on distribue la notion de qualité. Au final, c'est ce qu'on a fini par faire, mais c'est des discussions dans lesquelles je suis involved, même aujourd'hui chez Sifflet, ça tourne beaucoup autour de ça. Ok, et peut-être dans le même ordre, les écueils justement, quand vous les voyez essayer de mettre en place ce type d'approche, que ce soit les approches de data mesh ou des approches de data gouvernance, où est-ce que tu vois les plus gros pain points à la mise en place d'approches modernes, comme on a pu le voir chez Lynx? Je pense pour moi le plus gros problème, c'est quand on a une approche by the book et qui a un peu, tout à l'heure j'entends une question des projets hors sol pour Servier. Quand on est déconnecté des enjeux business, très souvent on finit par faire des choses qui sont, ce que disait Selma un peu, je vais faire ma super plateforme, elle est ouverte mais finalement elle est utilisable pour personne. Je vais faire une organisation qui est géniale by the book mais elle ne sert pas mon entreprise. Moi j'ai une conviction, c'est que tout ce qu'on fait sur la data est drivé en termes d'organisation moins par l'ADN de l'entreprise. Il y a vraiment des sujets, des entreprises sont très centralisées, qui sont très distribuées, des clients et la maturité. Donc il y a ce côté très by the book et puis un gros manque de maturité sur un certain nombre de verticales où on parle beaucoup de data, de manière un peu conceptuelle. Ok. Et toi Laurent, que ce soit sur la partie catalogue pure ou de manière générale sur la gouvernance, les écueils? Sur la gouvernance, en fait, moi je trouve que ce qu'on rencontre souvent chez nos clients, c'est le manque de vision, encore une fois, le manque de vision data de l'entreprise. Alors tout le monde est data-driven. Tout le monde. On veut être data-driven. Ou on veut être data-driven, on fait une transformation digitale et c'est ça qui est complexe. Parce que si on veut instaurer une culture data, ça doit venir du top management en fait. Et montrer que ce management prend des décisions basées sur la donnée de qualité et l'expliquer à l'entreprise, ça va faire prendre conscience à tout le monde que la donnée est importante. Ensuite, moi ce que je vois souvent, c'est qu'il n'y a pas de cas d'usage. On essaye de démarrer une initiative data, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas parlé au métier, parce qu'on n'a pas compris les problématiques.
Et dernier point, bon, désolé les techs, mais il y a un royaume de la DSI dans beaucoup de boîtes où la DSI sélectionne l'approche gouvernance, sélectionne les outils, et puis il va voir les métiers et dit au métier, bah, tiens, prends la plateforme de DataGouv et fais-en quelque chose. Et ça, c'est le pire scénario qui puisse arriver. C'est vraiment, dès le départ, en fait, se mettre tous ensemble autour de la table. Et vous verrez, que les métiers, ils sont gentils, hein, ils vont pas vous mordre. Et inversement, je pense que les techs, ils sont très gentils aussi. Mais c'est cette importance d'avoir cette vue globale du besoin métier, de la solution qu'on peut implémenter, des cas d'usage, et comment on va avancer sur ce déroulé de data catalogue et data gouvernance, et surtout de manière itérative, en fait. Commencez petit, toujours pragmatique et petit, et puis au fur et à mesure, enrichissez avec vos cas d'usage. Et là, je parle pour nos partenaires aussi, faites-vous accompagner, en fait. C'est ça qui est important. Et Salma, toi, les écueils que tu vois chez les organisations qui essayent de mettre en place ces approches modernes et peut-être nous aider à définir aussi du coup comment la data observabilité peut aider à counter ces challenges. Oui, alors pour nous, un sujet principal, c'est vraiment définir ce que c'est data observability, parce que même aujourd'hui, c'est un sujet qui est relativement mal compris de la part de pas mal d'entreprises. On nous compare toujours à Datadog, on nous compare des fois à des data catalogues, etc. Donc il y a encore un peu d'incompréhension par rapport au sujet. Donc déjà pour nous, le challenge, c'est vraiment d'éduquer le marché sur le fait que c'est pas que de la data quality, c'est pas que du data lineage, c'est pas du tout Datadog, mais on est en train de participer à ce mouvement qui est en train d'exister dans la donnée, cette révolution qui est en train de prendre place dans le data stack en général, où on a envie de donner accès à la donnée au plus de collaborateurs au sein d'une entreprise, mais il faut le faire d'une façon qui soit bien contrôlée et bien coordonnée par rapport à ce que tu disais, entre l'IT et les métiers. Parce que si on commence à investir dans un outil qui est strictement dédié à l'IT, et d'ailleurs nos collègues en software engineering des fois sont même les mieux placés pour comprendre ces enjeux parce qu'ils sont déjà familiers avec le concept d'observability qui vient du software et qui vont aller naturellement vouloir mettre des tests un peu partout. En fait, si ces tests ils sont pas en cohérence avec ce que le métier en tant que client ou customer ou consumer de la donnée attend, en fait, ça sert à rien. On est juste en train de résoudre pour un problème qui n'est pas bien défini. Donc, chez nous, chez Sifflé, c'est beaucoup autour de vraiment la définition de ce que c'est les attentes côté métier et côté équipe data et côté engineering par rapport à l'observabilité et concrètement comment ça se met en place. Parce que mine de rien, je suis peut-être en train de passer vers un autre sujet qu'on va peut-être aborder plus tard, mais c'est pas juste une question de mettre en place un outil et espérer que tous vos problèmes vont disparaître. Il faut un bon investissement en interne, il faut investir dans l'évangélisme en interne, il faut faire appel à des partenaires pour accompagner les différentes équipes à bien communiquer, à bien comprendre ce qui est déjà available sur le marché parce que sinon on risque comme on le voit souvent dans les discussions avec nos clients et nos prospects, d'investir dans des outils qu'on ne va jamais utiliser. Ouais, et justement, c'est une bonne introduction pour la prochaine question, on l'avait peut-être un peu préparé. C'est comment tu vois justement la data observabilité, qui est un sujet un peu nouveau, évoluer au cours des 2-3 prochaines années. Oui. C'est une catégorie jeune, ça évolue vite. C'est quoi ta vision ? Alors, ce qui est très cool dans cette catégorie de data observability qui existe depuis 2-3 ans et qui sont des efforts d'évangélisme qui sont drivés par nous, par des startups aux US, etc. Donc, il y a vraiment un effort collectif de convertir le monde vers cette religion de data quality, data observability. Ce qui est cool, c'est que c'est une catégorie qui, par défaut, va venir se positionner sur la stack, comme ce qu'on a vu dans la slide pour Carrefour Links. Et donc, forcément, on récupère beaucoup d'intel et on profite beaucoup du progrès qui est fait sur les catégories adjacentes. En l'occurrence, sur toutes les problématiques relatives à data modeling, data wrangling, data transformation, tout ce qui a été fait par DBT, tout ce qui a été fait par Fivetran, le fait d'être une plateforme de monitoring nous permet en fait nous met dans une position qui est assez sympa dans le sens où on profite et on récolte les différents progrès qui vont avoir place
dans les différents compartiments de la data stack. Et en fait, on va venir enrichir ça pour que, au final, les gens, les VP Data, les Chief Data Officers, les gens de la DSI, etc., puissent enfin voir un ROI sur tout ce qu'on dépense sur les data platforms. Et donc, d'une part, nous, on est dans une position qui est bien parce que ça nous permet de... d'un autre côté, on va avoir des trends qui vont être un peu plus macro, donc la softwareisation de la donnée, le fait qu'on a envie la démocratisation de la donnée, c'est enfin en train de devenir des sujets concrets et pas juste des choses qu'on met dans des slides. Les sujets de data gouvernance deviennent vraiment des sujets qui font peur, entre guillemets, à tout le monde. Et donc, il y aura en fait plein de sujets macro qui vont se rajouter à l'évolution qui va avoir lieu dans chaque compartiment de data stack, qui vont en fait nourrir l'évolution de la data observability. Et pour donner une réponse concrète à ta question de c'est quoi le futur de la data observability, c'est exactement, et j'en profite pour faire un peu un vendor push, c'est exactement ce qu'on décrit nous dans notre approche et dans notre product roadmap. C'est avoir une plateforme qui est end-to-end, qui va venir se positionner sur toute la stack et qui va, en fait, sans effort requis de l'utilisateur, monitorer tout ce qui peut aller mal dans une plateforme data, que ce soit au niveau de la donnée, de la métadonnée, les pipelines, l'infrastructure, etc. Et je pense que c'est un peu ça la direction que la catégorie est en train de prendre. Super. Et je laisserai Tatiane commenter aussi là-dessus, sur ce sujet-là. Je sais que tu es un avocat, un early advocate en France de la data observabilité. Quelle est ta vision ? Ouais, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et c'est lié à beaucoup de douleurs qu'on a pu avoir pour tous ceux qui ont fait de la data depuis longtemps. Moi, j'ai un truc, je ne sais pas ce que sera le futur de la data observability. Ce que je voudrais, c'est que ce soit une brique par défaut dans tous nos data stacks, en fait. Parce que ça sera... c'est un outil, et on en reparlera tout de suite, mais c'est un outil qui permet de reconnecter les dots. Ce que disait Mehdi est très vrai, hein, le côté... j'ai mes équipes IT, mes équipes business. Alors sur Lynx, en plus, il y a les CSM qui parlent aux clients en direct, qui ont accès à ces données-là. Cette plateforme-là, elle permet de résoudre tout ça, enfin de rassembler tout le monde autour de ces discussions-là, et puis aussi de gagner du temps sur un certain nombre de problèmes, de pain points qu'on a au quotidien, qu'on a tous les mêmes, et sur lesquels on peut accélérer la résolution, voire anticiper. Merci. Peut-être, ça, si tu veux commenter. Je vais simplement dire, il n'y a pas d'observabilité, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de catalogue et de gouvernance, en fait. Parce que le challenge de la démocratisation, comme tu le disais, Salma, c'est le montrer aux équipes opérationnelles, mais c'est savoir partager cette information, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi à beaucoup de mes clients, c'est au plus grand nombre de l'entreprise, pour que n'importe qui, à n'importe quel moment, moi je vois le data catalogue comme un agrégateur d'informations, de qualité, d'observabilité, de sécurité, de GDPR. Et si moi, utilisateur finance, je lis mon tableau de bord et je regarde mon indicateur, ben je peux avoir sa définition, je peux avoir son statut de qualité, et tout ça en ne quittant pas mon environnement de travail. Et je pense que là aussi, ça va être un challenge d'ici quelques années, okay. Voire même déjà aujourd'hui. Et donc justement sur cet aspect plus gouvernance, du coup, comment tu vois le quality monitoring en tant que tel et la partie lineage augmenter justement les approches de gouvernance ? En fait, il y a pour moi deux aspects. Il y a tout simplement celui de la compréhension de la donnée et de pouvoir s'assurer que je regarde au bon élément. Hein. On revient sur l'indicateur, mais est-ce que je regarde le bon indicateur? Est-ce que je peux le comprendre? Et ensuite, il va y avoir la confiance que je vais pouvoir avoir dans cet indicateur et dans la valeur. En se disant, il est monitoré, j'ai des alertes qui remontent et j'ai un indicateur qui me dit il est rouge, il y a un souci. Et la traçabilité, le linéage va me permettre de comprendre en fait, et de le contextualiser. Et on a souvent cette problématique avec nos clients où ils pensent que l'indicateur il est généré par un entrepôt de données qui vient de Snowflake. Et en fait, non, il y a Laurent à la compta qui injecte un fichier Excel. Et, oui, mais on parle de Shadow IT, c'est une réalité opérationnelle. Et donc, plus on va avoir de transparence sur la fabrication de la donnée, sur sa provenance, sur sa qualité, plus on va augmenter l'intérêt de ces outils et plus on va favoriser la démocratisation de la donnée. Cool, merci. Et donc sur l'aspect lineage qualité, Salma, tu as un point de vue supplémentaire à ce que Laurent vient de dire sur... Oui, alors juste, moi je trouve que le sujet de data, de démocratisation de la donnée, je pense que ça mérite un panel à part, mais je trouve qu'en général c'est une idée qui est très exciting et qui en théorie est la solution à tous les problèmes, mais qu'en réalité et en pratique, c'est
pas très réaliste et c'est pas très facilement faisable sans des investissements et dans les outils et dans les gens pour que déjà les équipes métiers et IT soient en fait prêtes psychologiquement à recevoir un nouvel outil qui va changer la façon dont ils font les choses, etc. Et donc, par rapport aux éléments de quality, lineage et gouvernance, etc., c'est des technologies qui peuvent aider, certes, mais s'il n'y a pas un bon buy-in en interne qui, souvent, est plus successful quand ça vient from the top, en fait, il n'y a aucune garantie que ces outils vont aider. Ok, merci. Et donc, dernière question, on ne peut pas conclure sans un genre de ROI, quoi, comme tout projet. Si on doit commencer à réfléchir un petit peu, c'est quoi le ROI de la data observabilité? C'est une catégorie qui est nouvelle. On aimerait tous que ce soit une brique indispensable dans notre stack. Comment on peut aider l'audience ou les organisations qui se posent cette question-là à mesurer un petit peu l'impact de la data observabilité? Je sais qu'il y a un point de vue... Alors oui, on n'a pas préparé. Mais... Je peux commencer vu qu'on a un framework. C'est vrai. En interne. Allez. Mais celui-là, on n'a pas parlé dans la prep. On a vu qu'on le Je disait. triche. Bien sûr, comme toute catégorie qui est récente et jeune, on continue d'apprendre et on apprend beaucoup des échanges qu'on a avec nos clients existants, nos prospects, les vendors dans le reste du data space, etc. Mais si on veut profiter du progrès qui a été fait dans une catégorie sœur jumelle, entre guillemets, qui est le software observability, et le space de Datadog, New Relic, Splunk, etc. Il y a des frameworks qui permettent de donner une bonne indication du ROI qu'on peut percevoir sur une plateforme Data Observability. Alors, nous, chez Sifflé, on regarde 3-4 indicateurs. Donc, le premier va être ce qu'on appelle TTR, Time to Resolution. Donc, par exemple, tu as un incident qui a été détecté. En moyenne, ça prend un data engineer, je ne sais pas moi, 3 heures pour parcourir tout ce qui peut aller mal, tous les modules DBT, toutes les tables, etc. Avant d'arriver au root cause, ce qu'on demande souvent à nos clients ou à nos prospects qui sont en POC, en trial, c'est de monitorer le avant et le après avec Sifflé de ce time to resolution. Et la semaine dernière à Londres, on a eu un de nos clients qui a partagé qu'ils ont, avec Sifflé, réussi à avoir un time to resolution réduction de 90%. Et c'est un client qui, c'est un software vendor, ils ont une grosse data platform avec beaucoup de collaborateurs et une stack assez complexe. Donc ça, c'est une métrique qu'on regarde. Une deuxième métrique qu'on regarderait, c'est le TTP, Time to Production. Et dans le contexte des data products, si un data engineer ou un analytics engineer doit prendre en compte, je ne sais pas moi, X amount of time avant de shipper un produit qui sera juste dédié au quality control, au quality assurance, en fait, ça, c'est du temps que cette personne pourrait passer à faire autre chose. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit par rapport à la personne de ton équipe qui a dit, on peut faire de l'impact assessment sur Sifflé avant de shipper le produit. Donc ça, c'est une métrique aussi qu'on regarde. Il y a des métriques comme, par exemple, le nombre d'incidents. Et ça, bien sûr, on s'attend à ce que ça soit plus élevé avec Sifflé qu'avant, mais surtout la magnitude. L'ordre de grandeur? Voilà, l'ordre de grandeur des incidents. Merci. Souvent, il y a plusieurs incidents qui ne sont même pas noticed et qui deviennent le problème de l'IT ou l'équipe data un peu trop tard dans la chaîne de valeur en entreprise parce que tu as quelqu'un le régulateur qui le remarque, ou tu as un collaborateur dans l'équipe métier ou quelqu'un de pas très technique dans la boîte ou le CEO ou une personne de ce type qui va détecter ce problème. Donc nous, le but d'un outil comme Sifflé, c'est de quand même réduire ce type de problème et de s'assurer que l'équipe data a en fait un contrôle sur ce qui se passe sur la plateforme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on... Je peux pas un commentaire là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de ça, mais toutes les organisations qui mettent en place une data platform, elles veulent tous que ce soit un succès. Et si les premiers projets qui sont délivrés, c'est les users qui se rendent compte qu'il y a des problèmes de qualité de données, ça va être des mois ou des années pour les reconvertir à utiliser la plateforme. Donc c'est super important dès le début, avoir des produits de qualité, donc d'observer la donnée directement dès la production des projets, pour s'assurer que les premiers use cases soient des succès aussi. Donc ça, c'est super important. Bien sûr, c'est un framework qui est work in progress, mais c'est un bon début pour essayer de comprendre et de quantifier un ROI.
Et donc, Laurent, je sais que tu as un bon point de vue là-dessus. Alors moi j'ai un point de vue sur le ROI de la data gouvernance et d'un data catalogue. Pour moi, il n'y a pas de calcul de ROI en fait. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos boîtes, vous calculez le ROI de la compta? Non, vous ne le calculez pas. Il faut émettre des factures, il faut encaisser les paiements. C'est une fonction de support dans l'entreprise. La data gouvernance, c'est une fonction de support dans l'entreprise également. Et en fait, cette data gouvernance, il y aura évidemment, pour moi, du return, mais le return, il se fera à d'autres niveaux que cette initiative en elle-même. Et là, je pense que tu as un avis, Yann. C'est un peu ton point. Si la data observabilité, c'est de facto dans le stack, il n'y a plus besoin de se poser la question du ROI entre guillemets. Après, moi, j'ai une approche aussi liée à mon expérience, et en particulier sur les plateformes data modernes, qui est si ça ne te rapporte rien, ne le fais pas. Si vous avez de l'argent que vous le dépensez pour un truc qui ne sert à rien, on va tous au bar, on va boire un coup, c'est cool. Et puis on évite de passer du temps. C'est un peu abrupt comme approche, mais vraiment, dépensons pas l'argent si on ne sait pas à quoi il sert. Malgré tout, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est des enablers. Et quelque part, à mon sens, il faut pouvoir intégrer le coût et les gains de ces plateformes-là dans les ROI des projets. Il faut un peu se casser la tête, et merci pour le framework, content de savoir que vous l'avez. Mais ça se mesure tout ça en risk avoidance, en temps passé, en images. Un exemple, avant qu'il y ait sifflé à Carrefour, en mi-2021, avec une plateforme qu'on a développée in-house, don't do that. C'est pas une bonne idée. Du coup, on mesurait des choses quand même, et puis un jour, en fait, notre plateforme data observabilité, c'était nos clients finaux, qui payent, comme disait Mehdi. Et comment vous dire que quand il y a le patron d'un CPG qui a appelé Alexandre Bompard en disant « je te file tant d'euros sur cette plateforme-là », et en fait, les chiffres, ils sont tous faux. Et que c'est Alexandre Bompard qui rappelle les équipes en disant « les enfants, qu'est-ce que vous faites ?» Du coup, là, nous, on se met en branle, on s'aperçoit que, il y a un truc. En fait, on a une plateforme qui on a un endroit où on a un chiffre d'affaires qui a pris 120 millions dans la journée, quoi. Ok, et là, on descend, 4 jours, on s'aperçoit que, en fait, il y a 0 erreur dans le pipe. 120 millions de plus sur un truc qui normalement, fait 3% de variation. Donc, on a une variation qui est plus de l'ordre de 75%. C'est 0 erreur. Donc, comme disait Mehdi, on ne produit pas de données dans ce truc-là, on consomme des données des pays. Donc, on s'aperçoit que finalement, en découpant le truc tout au bout de 4 jours, c'est Taïwan. Là, on appelle les équipes IT Taïwan. Ils disent non, nous, tout va bien. Ok, right. Donc, on a toujours le CEO qui. Et en fait, Carrefour Taïwan avait intégré les systèmes de caisse d'une chaîne de vente de produits frais, laitiers, et qui faisait, comme par hasard, 120 millions de chiffre d'affaires par jour. Et ils avaient intégré ça dans tout le ticket de caisse. Du coup, on l'a remonté. En fait, il y avait 0 erreur sur le pipeline. Mais il nous a fallu 5 jours et réveiller la Terre entière, plus le jet lag, vous imaginez le truc, pour s'apercevoir qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que finalement, on a pris d'un point de vue IT, tout allait bien. D'un point de vue business, il y avait un événement. On n'a pas su détecter cet événement, on ne savait pas le faire. Et ça, on a perdu du temps, on a perdu de l'image. C'est un risque business aussi, quelque part, parce que c'est un moment, quand c'est CEO à CEO, vous imaginez les négociations qu'il peut y avoir derrière. Et ça, c'est juste un exemple. On parlait de la compta, si je ne peux pas émettre mes factures, je ne suis pas payé. En fait, le risk avoidance, ça se valorise tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche un peu brutale, quelque part, de dire on doit pouvoir calculer le ROI quasiment de tous nos projets data. Et une fois qu'on a amorti tous ces produits-là sur les projets majeurs, en tout cas de l'entreprise, finalement, il y a les trucs qui sont un peu nice. Vous allez faire du dashboarding et tout le monde est content, c'est joli, ça clignote. Mais ça, de toute façon, la plateforme, elle est amortie, donc on s'en fout, c'est pas grave. Mais sur les projets majeurs, on doit pouvoir justifier l'investissement sur ces projets-là. Et je suis persuadé que Sifflet fait partie des choses dont on sait mesurer l'impact. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, Salma, tu me disais ce qui s'était passé chez Goldman Sachs, le coût de la non-qualité qui se mesure en dizaines de millions d'euros. Ça veut dire que c'est des choses qu'on sait chiffrer. Et si on sait les chiffrer, on sait les valoriser dans un projet, X projet, dans des projets d'infra, moyen terme, long terme, court terme. Et moi, je suis persuadé de ça, et c'est pour ça aussi que j'ai ce job que je ne sais pas définir chez Cap, qui est je cherche des projets qui ont des KPI business et qui impactent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la production de valeur qui justifie les investissements, les formations, la transformation et les mouvements qu'on fait tous en ce moment depuis plusieurs années maintenant, plus de 10 ans malheureusement, on est vieux, pour ceux qui ont commencé il y a longtemps. Mais ça se justifie tout ça, et faire des investissements à vide qui ne se justifient pas, finalement, c'est un moment votre CFO qui va vous dire à quoi vous servez. Et en fait, si on ne sait pas préparer la réponse, on ne sert à rien. Et en fait, on sait tous qu'on sert à quelque chose, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps parfois de le valoriser. Voilà, c'était un peu long, je suis un peu passionné sur le sujet. Non, on le voit bien. Et peut-être une dernière métrique qu'on commence à peine à monitorer chez Sifflet et qui nous a été, ça fait partie des feedbacks qui nous ont été relevés par pas mal de nos clients. Et vu qu'on a beaucoup parlé de data democratization quand même sur ce panel, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont onboardés sur la plateforme. C'est quelque chose qu'on a commencé à monitorer parce que justement, un de nos clients aux États-Unis nous a dit, en fait, on est parti au début, on pensait juste onboarder l'équipe data, et l'équipe data, c'est une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on a 60 personnes sur Sifflet parce que même les gens du business qui ont
qui comprennent pas grand-chose au pipeline et qui connaissent pas Airflow, etc., sont contents de pouvoir voir et suivre en fait le health status de la donnée sur la plateforme. Donc ça permet de façon indirecte d'augmenter la confiance en la donnée et pour que plus de gens au final l'utilisent. Bon, super, merci à vous trois. Si on peut clôturer avec un mot, une phrase de clôture dans cet ordre-ci. Ouais, dans les comparaisons que je fais parfois sur la data observability, pour moi, c'est la différence entre la data quality et l'observabilité. C'est la différence que vous faites quand vous mettez un mousseur au niveau de robinet. Hein. Il y a des problèmes de flotte en ce moment partout en France. On dit qu'il faut faire des économies d'eau, alors vous mettez un mousseur au bout, du coup, ça fait économiser quelques gouttes sur votre robinet, c'est top. La réalité, c'est qu'en fait, on perd des hectolitres de flotte dans les tuyaux de distribution. Pour moi, la data quality et la data observability, c'est ça. C'est la data quality, vous mettez un mousseur au bout. La data observability, c'est savoir qu'en fait, il y a votre tuyau qui fuit et que c'est là que vous perdez des hectolitres et c'est là que vous serez efficient. Si vous corrigez là, ça sera beaucoup mieux pour la planète que si vous mettez un mousseur, même s'il faut faire les deux. Merci. Laurent, tu as un autre conclusion ? Oui, un plus sur la data gouv en général et l'initiative qui l'entoure. Là, je suis passionné par mon rôle d'évangéliste et je pense que chacun dans l'entreprise qui travaille autour de la data doit être un évangéliste en fait et doit expliquer aux autres pourquoi on fait les choses et quel est l'avantage d'avoir de la data quality, de l'observabilité. Et ça va créer un maillage humain en fait qui va. Alors, il n'y a pas de recette magique, ça ne va pas devenir tout rose du jour au lendemain, mais se l'entendre dire par son collègue, ce n'est pas la même chose que de l'entendre dire par son manager. Et donc je pense que ça peut créer ce tissu d'adopteurs. Il faut des ambassadeurs, il faut des évangélistes, et il faut répéter le message 150 000 fois par jour. Je pense que c'est difficile de faire mieux après ça. Du coup, je vais juste remercier tout le monde d'être venu. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous êtes curieux. Et du coup, je vais vous laisser avec Seb qui va vous dire qu'est-ce qu'on fait par la suite. Drinks. Ouais, la suite est très simple. Voilà. Le bar est ouvert, on était entre vous et l'apéritif. Merci encore à tous d'avoir participé. Merci. Merci.